Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Cette émission, c'est la vôtre, elle existe parce que vous la regardez et parce que vous la partagez. Donc elle est le lundi et vendredi, vous le savez, à 20 h, on est vendredi. Et comme tous les soirs, on va accueillir, découvrir une nouvelle invitée cette fois-ci, ce vendredi. Donc elle s'appelle Sandrine Malika Charlemagne, tout un programme. Elle est auteure, mais on va la découvrir tout de suite. Sandrine ou Malika alors? Les deux, Sandrine les Malika, deux. comme Marie-Françoise. Comme Marie-Françoise. Alors Sandrine Malika, bonsoir. Bonsoir. Alors merci de venir nous parler de vous, de vos travaux d'auteur. Merci à vous. Et de votre engagement. Alors, qui est Sandrine Malika? Vous êtes née où? Vous êtes Sandrine Malika, ça vient d'où ces deux prénoms composés? Alors en fait, ça vient du fait que mon père était algérien. Enfin bon, je dis était parce qu'il est décédé, il est enterré au pays. Et au départ, je devais m'appeler Malika. Mais voilà, bon, de temps en temps, les parents, ils peuvent se fâcher. Et là, c'est ce qui s'est produit le jour de ma naissance. Bon, c'est ce que m'a raconté ma mère. À l'hôpital, mon père n'était pas là. Et elle était très fâchée. Et comme elle était très fâchée, au lieu de m'appeler Malika, eh bien, elle m'a donné le prénom Sandrine. Mais à la maison, côté paternel, que ce soit quand le grand-père venait à la maison ou mon père, il m'appelait généralement Malika et pas Sandrine. Ah, vous êtes la petite Malika, parce qu'il y a un auteur qu'on a reçu ici et qu'on salue, qui est un très bon auteur, qui a écrit La Petite Malika, qui est un livre, vous savez, qui s'appelle La Petite Malika. Ah, ben non, je ne savais pas. Voilà, donc je vous le dis, donc, merci. donc vous pourrez le retrouver, oui, La Petite Malika. J'essaierai de regarder, voilà. Tout à fait. Et donc, vous êtes né à Paris, c'est ça? Oui, je suis née à Paris, dans un petit 2 pièces. On vivait à 4 dans un petit 2 pièces. Famille modeste. Ma mère était vendeuse de lingerie au printemps, mon père cuisinier. Puis on a vécu à 4, voilà, dans ce petit 2 pièces. À 4 avec un frère et une sœur? Une sœur, ma sœur Nadia. On a vécu à 4 et puis c'était vraiment, bon, c'était pas grand, enfin 32 mètres carrés pour 4. C'est pas très grand. Et en plus, à l'époque, on n'avait ni la douche, ni l'eau chaude. Donc on se lavait avec les marmites, on faisait chauffer l'eau devant l'évier de la cuisine. Et alors oui, je suis née à Paris, j'ai vécu à Paris. Mais en fait, on se rend compte aussi que quand on peut vivre à Paris, mais si on n'a pas accès, moi les belles vitrines, je les voyais, oui, je pouvais voir les belles vitrines, mais elles restaient inaccessibles, ces belles vitrines. Et puis, bon, mais après, on s'y fait, hein, on s'y fait. Vous y faites? Alors on s'y fait. Est-ce que c'est ça qui a conditionné vos engagements après? Parce que tout à fait. On va venir. Comment ça s'est passé? Comment on est quand on est petite fille, qu'on n'a pas l'eau chaude, dans un petit appartement confiné? Comment on regarde le monde? Quand on est jeune, c'est un petit peu. On le regarde des fois avec des yeux d'envie, parce que c'est des endroits où on aimerait aller, on ne peut pas aller. Avec ma mère, on allait tout le temps s'habiller chez Tati. Tati, à un moment, j'en pouvais plus de chez Tati. Mais bon, on allait chez Tati. Donc on a comme ça des rêves, on voudrait vivre autrement. Après, on essaie de se battre. Donc en fait, si je résume Sandrine Malika, c'est un combat toute ta vie, parce qu'on va venir aussi sur un livre que moi je trouve intéressant sur le titre, et un peu ce roman sur mon pays l'étranger. Oui, ça, mon pays étranger, que j'ai publié aux éditions de La Différence. Et c'est parti d'un voyage en Algérie, parce qu'en fait j'ai découvert l'Algérie très tard. Mon père ne m'y a pas emmené. Je ne sais pas trop pourquoi, mais enfin voilà, c'est comme ça. Il ne m'y a pas emmené. Ensuite, il est décédé. Et puis, après sa mort, des circonstances ont fait que je me suis retrouvée à aller en Algérie. Et j'ai découvert l'Algérie, en fait, en 1999. À une période... Juste après les années noires, en plus, fin des années noires, en plus. C'était encore... Oui, c'était encore un peu chaud. C'était encore... un peu chaud, oui. Oui, c'était pas complètement fini. Hein. Même c'était la fin de la décennie, quoi. On peut dire que c'était la fin. Ouais. Pas complètement, mais on peut dire que c'était la fin. Et ensuite, j'y suis retournée en 2000, de ma propre initiative, pour rencontrer des gens que j'avais croisés en 1999. Et là, j'y ai passé à peu près 2 mois. Et c'était tellement fort pour moi. Je suis allée aussi sur la tombe de mon père. Il était où, sur quelle région? Il est du côté de Tizi Ouzou, un petit village qui s'appelle Makouda.
Et donc c'était tellement fort de découvrir l'Algérie, parce que bon, je suis allée en Kabylie, je suis allée à Alger, je suis allée à Oran, j'ai fait un petit, oui, je fais un petit circuit. Il y avait encore les chars, hein, mais j'ai roulé en taxi collectif avec un ami qui m'avait expliqué un petit peu comment me comporter pour éviter... Et vous savez que vous faites Kabyle, hein, vous avez, je ne sais pas si vous ressemblez à votre père ou à votre mère, mais en tous les cas, vous avez vraiment le type du coin. Hein. Ah, bah alors, on me l'a déjà dit. Ouais, vous voyez, comme quoi je ne suis pas le seul. Hein. Et donc, quand je suis revenue de ce voyage, ça m'avait tellement... je trouvais les habitants, enfin, les gens que j'ai pu rencontrer, malgré tout ce qu'ils traversaient, il y avait une telle chaleur humaine que bien plus tard, parce que le livre, je ne l'ai pas écrit tout de suite, que bien plus tard, j'ai eu envie d'écrire ce livre que j'ai construit. Hein, j'ai construit la partie à Alger, la partie à Bel Abbès, parce que j'étais aussi à Bel Abbès, la partie à Oran. À Oran, j'étais plutôt chez des femmes, à Bel Abbès, c'était plutôt des hommes. Donc, j'ai écrit ce texte, Mon pays étranger, parce que mon pays étranger, du fait que je ne le connaissais pas, en fait, ce pays. Et encore, peut-être qu'aujourd'hui, je ne le connais pas, parce que par exemple, avec la langue, j'ai un petit souci, puisque mon père ne me l'a pas transmise. Alors c'est vrai que je n'ai pas fait non plus aussi l'effort de l'apprendre, ça c'est peut-être un tort. Mais donc, enfin, peu importe, hein, c'est comme ça. Et donc, ce pays étranger, voilà, mais en même temps, c'est mon pays. Donc mon pays étranger. Et c'était surtout pour rendre hommage, voilà, au peuple algérien, ce texte. Et vous voulez, c'était un hommage au peuple algérien ou c'était pour vous aussi une façon d'écrire votre histoire non bien évidemment, j'ai parlé en filigrane de cette quête autour du père, parce que mon père était très silencieux, assez hermétique. Enfin, c'est quelqu'un qui se livrait vraiment pas beaucoup. Et donc effectivement, dans cet ouvrage, il y a aussi l'histoire aller ou pas sur la tombe du père. Donc il est effectivement aussi question de mes racines. Et les racines de l'autre côté, du côté de la maman, elles sont de parisiennes, de toutes ou de Provence? Non, alors ma maman, elle vient de Picardie. Elle était enfant d'ouvrier agricole. Et ensuite, elle est montée à Paris assez jeune pour essayer de trouver du travail. Puis de fil en aiguille, elle a fait femme de ménage, femme de chambre, elle a été aussi manutentionnaire chez Tati. Avant, elle était ouvrière, enfin elle travaillait à la chaîne, mais là en Picardie. Et puis ensuite, de fil en aiguille, elle a fini par trouver ce poste de vendeuse au Printemps Haussmann. En fait, vous êtes vraiment de la classe ouvrière, hein, vous êtes vraiment éduquée dans la classe ouvrière, Sandrine Malika. Oui, on peut dire ça comme ça, oui, parce que mon père, son père c'était un paysan, enfin il cultivait la terre. Et donc, comment vous êtes arrivé, parce que vous avez été travailleur social, vous avez travaillé, je crois, pendant très longtemps à Vitry, à Balzac. Alors, pendant quelques années, j'ai travaillé en fait à la cité Balzac, avec le centre social, où là, je faisais... On salue tous nos amis de Vitry qui nous regardent, hein, qui vont se reconnaître, hein, Jamel et tout, donc copains qui sont élus, quel que soit le bord politique, sur Ivry, et qu'on salue, Vitry, pardon. J'étais Ivry, parce qu'Ivry-Vitry, c'est pour moi... C'est limitrophe. C'est limitrophe. Sur Vitry, Balzac, bon, voilà, je vais me faire encore attaquer, donc c'est Vitry, hein, ne vous inquiétez pas. Donc le centre social Balzac... Et là, je faisais en fait... alors, pourquoi je suis arrivée là-bas? C'est pareil, c'est un peu des concours de circonstances, mais aussi, en fait, du fait de mes origines modestes. Et de se dire, voilà, on n'a pas tout le temps, on n'est pas avec les mêmes chances. Pour certains, les chances ne sont pas les mêmes. Et avec ça, il faut quand même faire avec. Il faut surtout faire avec. Il faut se battre, il ne faut pas... Voilà, c'est sans doute parfois plus difficile, mais faut pas baisser les bras, quoi. Alors on n'y arrive pas tout le temps, hein, mais en tout cas, et donc avec je pense par rapport à d'où je venais, j'avais envie, voilà, de travailler avec je sais pas comment on peut dire, les milieux, de me rapprocher des milieux dits défavorisés.
Alors à Balzac, vous étiez en Kabylie, vous étiez déjà dans vos origines déjà. Je n'étais pas en Kabylie à Balzac. Il y a pas mal de Kabyles, mais pas que. Oui, je disais, mais il y a pas mal, il y en a beaucoup. Je dis pas mal, il y en a quand même beaucoup. Oui, mais pas seulement, parce qu'on avait des femmes d'origine oranaise. Mais je dis qu'il y en a beaucoup quand même déjà. Vous avez déjà retrouvé les commerçants, les ceci, vous avez déjà retrouvé les cafés, tout ça. Vous avez dû retrouver vos... En plus, il y avait le consulat à l'époque. Vous avez dû retrouver Oui, mais moi, je ne dépendais pas du consulat de Vitry. Hein. Je dis, pour dire aux gens qui nous regardent, vous dépendez de la politique de la ville, on le sait, c'est tout ça. Voilà. Donc, alors, vous avez fait quoi comme atelier alors avec tout ça? Alors, je faisais des ateliers écriture, slam, poésie, théâtre. Et en fait, je travaillais avec des jeunes de 12 à 17 ans. Et puis à un moment, il y a eu la démolition des tours, oui, il y a eu la rénovation là, urbaine, en rue Balzac, et tout ça. Une des tours est tombée en 2007. Et là, le directeur du centre social, Mohamed Ben Ali, m'a demandé d'animer un atelier d'écriture avec les habitants du quartier autour de la mémoire. Il s'avère que je n'ai eu que des femmes. Ah, c'est comme ça. Hein. Les hommes, visiblement, bon, ou n'avaient pas forcément de temps, pas forcément envie. Bon, je me suis retrouvée donc avec un groupe de femmes. Et là, on a travaillé sur justement des textes liés au quartier, à des moments de vie. Et puis ensuite, on faisait des lectures avec le groupe des femmes. On faisait des lectures. On a fait des lectures à la bibliothèque Nelson Mandela. On est allé au Macval. On s'est même retrouvé au cinéma de la ville. Non, là, c'était avec les jeunes, au cinéma Robespierre. Enfin, donc j'alternais en fait. Je travaillais aussi bien avec un groupe d'adultes et puis les jeunes. Mais les jeunes beaucoup plus longtemps. Et c'est marrant parce que dans cette période-là, ça foisonnait aussi en termes de rap et tout ça sur Vitry. Oui. Puisqu'il y avait les gens étaient beaucoup de Vitry, hein, tout ça, c'était la Mafia Quinfri, tout ça, c'était plutôt ce coin-là, avec Orly jusque le sud. Et il y avait un peu plus haut le 113 avec Amigroul. Oui, un peu plus haut, à l'époque, on m'en parlait d'ailleurs. Ouais, juste pas loin de Balzac, c'était un peu légèrement plus haut. Oui, je crois, il me semble qu'ils étaient, alors je ne vais pas dire de bêtises. Amigroul. Voilà. C'est ça, au 113. C'est pour ça qu'ils ont pris le nom, tout ça. Donc vous aviez quand même déjà du foisonnement sur Vitry à l'époque. Eux, je les ai pas rencontrés. Hein. Mais des jeunes m'en parlaient, parce que bon, c'était effectivement, ils étaient assez connus au sein du quartier. Oui, c'est le truc. Et donc vous êtes auteur, donc vous avez fait le choix aussi, donc, parce que vous travaillez sur les ateliers d'écriture, pardon, Sandrine Meca, vous étiez auteur, et vous écrivez un peu de poésie aussi. Oui, alors là, c'est récent. C'est sorti dans une petite maison, parce qu'il ne publie pas forcément beaucoup d'ouvrages, et puis la poésie, c'est pas évident aujourd'hui, ça se perd un peu. Donc elle s'appelle Édition Transit, ils sont à Marseille, et ils m'ont fait l'honneur de publier. Alors j'aime bien le titre parce que le titre c'est Sauver la beauté. Et je crois que dans ce monde, on en a peut-être besoin. Est-ce que tu peux nous en lire un petit passage? Alors, je vais en lire un passage parce qu'en plus, le passage que j'ai choisi, étonnamment, Karim. Alors, Karim, c'était un des jeunes qui faisait les ateliers avec moi à Balzac. Et puis, il est tombé sur un de ses poèmes et il l'a pris en photo avec son téléphone. Et puis, sur le réseau, parce qu'on est resté en contact, via Facebook, voilà. Donc, il l'a photographié et puis il disait « Ah !» Celui-là, il est vraiment vachement bien. Alors, on va l'écouter, on le mettra sur les réseaux. Je le lis. Il apprendra que sa couleur de peau le rendra cible gratis quand il grandira. Il apprendra que sa couleur de peau, au lieu de l'honorer, le desservira. Vaudra bien moins parfois que le respect d'un chien. Il apprendra que sa couleur de peau ne sera jamais la tout cœur du bien. Lui fera connaître les abus, les injures, les crachats, le sale acharnement sur les siens. Jeté en pâture à la flicaille sauvage, asphyxie mécanique, clé d'étranglement, clé de bras, que tu sois jeune ou vieil homme sans âge, il saura, lui le gosse, issu de ces mauvais endroits, que la route sera longue au renversement des lois. Et ce poème t'était inspiré par quoi? Par la situation politique, le fait qu'aujourd'hui, quand on est un peu bronzé, on a un traitement de faveur et on n'existe pas? Tout à fait. J'ai beaucoup pensé à certains drames qui peuvent se produire. J'ai pensé aussi aux jeunes de Balzac. Parce que parfois, vous voyez,
Une fois, je me rappelle, il y a deux filles, c'était des jumelles, Samira Sherazade. À l'époque, elles avaient quoi, 15 ans. Elles me disent, ouais, tu sais, là, il y a eu une ronde de la BAC et tout. Ils passent, ils nous parlent, on était au milieu du chemin, là. Ils se sont mis à nous tutoyer direct. Alors, je sais pas si c'était la BAC ou des flics en civil, peu importe. Ils se sont mis à nous tutoyer direct parce qu'on était sur un peu, pas tout à fait sur le trottoir et tout. Mais vraiment, pour elle, à mal leur parler, alors que c'était absolument pas justifié. Donc je pense que parfois, il y a quand même de réels abus. Là, je parle juste d'un petit manière de parler. Oui, sémantique déjà. Ben, la façon dont on parle aux gens révèle que si on déjà, les respecte ou pas, on ne respecte pas. Ça montre déjà voilà, un manque de respect. C'était pas juste le tutoiement, c'était bouge-toi de là, ou je sais pas quoi. C'était vraiment mal leur parler. Et parfois, ça va beaucoup plus loin. C'est par exemple Alice Ziri à Argenteuil qui se fait contrôler dans une fourgonnette. Bon, peut-être qu'il s'est sans doute un peu énervé parce qu'il a 65 ans, il ne comprend pas pourquoi on l'embarque, 69, je ne sais plus, il ne comprend pas pourquoi on l'embarque. Bon, il s'énerve, mais il n'empêche qu'on l'a à moitié étouffé. Résultat des courses, il en est mort à l'hôpital asphyxié. Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui, la liste est trop longue. La liste est longue et malheureusement alors que trop longue. La police est chargée de nous protéger, parce qu'il y a quand même beaucoup de policiers qui font bien leur travail. Tout à fait. Ce sont des gens tout à fait. Voilà, la police, elle doit nous protéger et non pas nous mettre en danger où on ne doit pas risquer. Quand on voit des policiers, on ne doit pas risquer notre vie. On doit au contraire être protégé. Le rôle de la police, c'est de protéger. Hein. C'est pas la répression, c'est la justice qui reprime. A priori. Enfin, en tout cas, voilà, je ne dirais pas tous les flics sont bien sûr. Mais on parlait. De toute façon, c'est toujours pareil. Hein. Il y a 90% de la profession qui pourrait être correcte, mais il y a quelques-uns qui, effectivement, sur les brebis galeuses, qui salissent la profession et qui, non seulement salissent la profession, mais qui commettent des crimes sur des citoyens dont le seul tort est d'être un peu plus bronzés que les autres. Exactement. Et donc, bon, voilà, j'ai pensé à eux, j'ai pensé... Et est-ce qu'on peut avoir, donc, avant de continuer sur justement tout ce parcours, tout ce travail, un autre poème pour un peu plus... Un peu plus gai. Un peu plus gai, oui, parce que c'est vrai que celui-là, comme on dirait, mais il est tellement vrai. Il est tellement vrai qu'il est... mais Karim, il a 24 ans, 23-24 ans aujourd'hui. Et en tout cas, ça lui a parlé, ça lui a fait écho. Ah, mais ça va parler à tous les jeunes. Ça va parler à tous les jeunes de France et de Navarre qui vont nous regarder, c'est sûr. Alors, bon, j'en ai un autre. Il n'est pas forcément plus gai. Mais... Alors, mais on va y venir pourquoi cette poésie. Non, mais disons, si, il est quand même un peu gai. Les roses noires vous remercient. Elles traînent le soir sous un manteau d'étoiles, belles à en rendre jaloux les plus asservis. Elles n'ont pas craint de mettre les voiles, de quitter l'usine dans un fracas de boulons. Les roses noires se sont soudain réveillées, explosent comme fleurs au printemps pour danser, sur un air de guitare, une envolée de violon, au parc des gitans, à l'ombre des arbres en fleurs, où la mort ici à personne ne fait peur. Les roses noires n'ont pas voulu se flinguer, ont choisi de ne point désarmer, s'en sont allées vers la liberté incertaine, des jours sans sécurité, sans garantie certaine, mais la plus précieuse, la plus vraie, pure et craint du soir, ici vibre libre le cortège des roses noires. Alors, on voit bien, même si c'est plus gai, ça reste toujours un peu dans un côté. C'est pour ça que tu as intitulé ton livre Sauver la beauté. Sans doute, oui. Parce que ça reste quand même un peu assez. Ah, c'est pas sombre. Non, non, c'est pas sombre, mais c'est pas non plus le. fol enthousiasme. C'est le fol enthousiasme. Mais est-ce que c'est cette poésie que tu écris un peu avec une part d'amertume, un peu une part sombre, une part de nostalgie aussi. On sent quand même une pointe un peu. Est-ce que c'est lié aussi à ton histoire, au parcours, Sandrine Melcanon ? Non, pas nécessairement, parce que c'est pas seulement. Il y a une forme de nostalgie. En fait, je saurais pas dire. Je saurais pas dire si c'est lié à mon parcours. On ne sait jamais trop pourquoi finalement on écrit. Ah oui ? T'écris pour écrire, pour... Ah non plus. Voilà, donc c'est tout intéressant. Alors dis-nous, toi tu écris pourquoi ? Alors c'est quoi ton moteur de l'écriture ? Cette envie de coucher des mots sur le papier, c'est aussi un peu thérapeutique, c'est un peu... Ah non, c'est surtout pas thérapeutique. Voilà, c'est important de le dire, parce que les gens nous regardent. Non, c'est pas thérapeutique, c'est une nécessité, je saurais pas...
exprimer comment je suis habitée par cette nécessité, mais c'est un besoin. C'est un besoin. Et C'est quand un tu besoin. travaillais aussi avec les habitants, le fait d'écrire leur histoire, de d'écrire sur leur parcours, sur Balzac, est-ce que c'est aussi, tu sentais qu'effectivement les gens avaient besoin d'exprimer des choses, de pouvoir les écrire Oui, alors ça effectivement, il y avait après une sorte de... je ne veux pas dire qu'elles se prenaient au jeu, mais elles avaient envie de raconter de raconter certaines choses, pas tout, hein, mais de raconter certains moments vécus au sein de leur quartier, des moments passés avec les voisins, les voisines, des moments comme ça liés à la... Enfin, toujours liés, de toute façon, le fil conducteur, c'était le quartier. Donc oui, il y avait ce besoin. Est-ce que tu as pu voir aussi une certaine forme de pudeur dans la façon de d'écrire, de s'exprimer ou de dire les choses? Tout à fait, tout à fait. C'était pas inné, hein. D'ailleurs, avant d'en arriver à écrire, on a beaucoup parlé ensemble. Ça s'est pas fait comme ça. Et puis les récits, de toute façon, restaient très pudiques. C'était pas... il n'y avait aucun voyeurisme dans ces récits. Parce qu'on a fait un petit recueil ensuite, d'ailleurs, de ces paroles de femmes. Le recueil s'appelait Balzac côté femme. Et ces extraits du recueil étaient lus, comme je disais, quand on faisait des lectures. C'était des lectures des textes avec la publication d'un recueil. Et est-ce qu'elle parlait, parce que ce monde est dans l'actualité, avec ces lois qui se renforcent pour criminaliser les personnes qui veulent vivre, qui essayent de vivre et qui traversent, qui s'exilent, est-ce qu'elle parlait de leur exil Non, parce qu'en fait, pour la plupart d'entre elles, elles étaient toutes nées en France. Elles étaient nées en France, donc Oui. la plupart. Donc il y avait Oui. peu... Non. Et de cette histoire, elles en parlaient ou pas? Ou ça a été dans le... Pas trop? Pas trop. Pas trop parce qu'en plus, la thématique, c'était réellement... Il y avait un fil conducteur. La mémoire du quartier, C'est ça. la démolition des tours. Donc le fil, c'était vraiment le quartier, les souvenirs liés à la cité. Mais est-ce qu'ils sont donc grandi dans cette cité, ils sont nés là-bas, ou est-ce qu'ils parlaient aussi de leur arrivée à la cité? Parce que la cité, c'est... Alors, aussi... étonnamment, pour beaucoup, beaucoup étaient nés à Balzac même, hein, donc y avaient passé leur enfance, leur adolescence. Certaines étaient arrivées un peu plus tard. Alors, il y avait une femme, oui, qui était arrivée d'Oran, et elle avait dû arriver vers ses 17-18 ans. Et d'autres arrivaient de cités limitrophes, mais la moitié au moins était née à Balzac. Et donc ça a donné lieu à un recueil qu'on peut retrouver en mairie. Qu'on peut retrouver par la mairie Vitry, de Vitry-sur-Seine. Le centre social, il doit encore en avoir quelques exemplaires. On le dit aux gens de Vitry qui nous regardent et qui voudraient retrouver les écrits. Et sauver la beauté. Alors, moi j'allais venir justement, donc on va revenir à Sandrine Malika-Chalaban. Donc on peut les trouver, on peut l'acheter où? Alors en fait, on le trouve dans n'importe quelle librairie. On peut le commander dans n'importe quelle librairie ou directement sur le site de la maison d'édition. Comment elle s'appelle, la maison d'édition? Édition Transit, la courte échelle. Alors, je n'ai jamais trouvé si c'est la courte échelle ou édition Transit. Moi, j'aime bien dire édition Transit parce que c'est un peu, ça évoque le voyage, un peu le transit. Oui, comme mon pays étranger, voilà. Ça évoque toujours aussi un peu voilà. la place de l'autre, l'autre l'absent, non? Dans l'autre l'absent, celui qu'on essaie de nommer mais qui est absent, qui est... Ou celui qu'on connaît pas suffisamment, qu'on aimerait mieux connaître, ou l'absent. Non, c'est toi qui dis, parce que je trouve non, qu'il mais y a ça peut être l'absent. Dans ton écrit Mon pays l'étranger, dans tes poésies, on sent, on a un peu un sentiment d'absence comme ça, et c'est ce que moi je ressens hein, en t'écoutant, en parlant, et donc je pense que tu essayes peut-être de nommer, je sais, voilà, c'est assez intéressant quand même quand on écoute. C'est peut-être pour combler cette absence que j'écris. Et donc là, est-ce que tu as d'autres... Il y a ce recueil-là, mais est-ce qu'en préparation, il y a d'autres recueils qui se préparent, Sandrine Malika, non? J'ai quelque chose, mais... J'en parle pas. Bon, alors on va pas forcément en parler, parce que je voudrais pas te faire Mireille Dumas, aller sous la confidence, tout ça. Non, parce qu'en plus, c'est jamais évident de parler d'une chose sur laquelle on est... dans l'écriture,
surtout quand elle n'est pas achevée. Ouais, achevé, oui. Alors, avant de demander le message que tu as envie de transmettre à ceux qui nous regardent, et parce que c'est aussi, à part le fait d'aller acheter ton livre, de découvrir ton travail, qui est de soutenir, est-ce que tu peux nous lire un autre passage? Ça nous permet de voir sur 3, parce que 1, 2, on peut avoir un doute, mais sur 3, comme ça, on verra bien quand même pourquoi sauver la beauté, quoi. Alors, non, je vais en prendre un, où est-ce qu'il est? Ce que tu aimes, là, c'est ton émission, tu prends celui que tu veux. Non, mais je vais essayer d'en prendre un qui soit... Ah non, pas celui-là. Mais tu peux, hein, si c'est celui-là. Non, voilà, ça y est, voilà. Je l'ai trouvé. Celui que je voulais, je viens de le trouver. On monte, on se presse dans la mêlée. On achète à l'unité son ticket, au vendeur sur le marchepied. Le bus du peuple est bondé, le bus du peuple est rayé. Le bus du peuple bientôt va défiler. Chemin méditerranéen vers le centre-ville. Le bus du peuple aime la chaleur humaine, les parfums des filles fardés jusqu'au bout des cils, les visages tout fripés au regard lointain, les vestes de toile grossière et l'âpreté des haleines, au mélange de poissons frits et de lampées de vin, pris en douce l'air de rien entre deux appels du musulman. Le bus du peuple aime quand la vie bat son plein, entraîne avec lui les battements de cœur, les battements de mains, les cris désunis des enfants étourdis, ébahis, le silence des vieilles femmes en voile au front tatoué, petite croix au centre du troisième œil empreint de bonté. Le bus du peuple aime que vienne reposer la cohorte, charme des pays d'Orient où la chaleur est si forte qu'on s'incline. Ah oui, Alors il est plus gai. Il est plus gai. Enfin, il est plus gai. Il est plus sur la sociétale. Parce que j'ai l'impression que tu as pris les bus en Algérie. Tout à fait. Exact. Parce que non, mais tu vois, moi j'essaie de trucs. Je pense que tu es monté dans les bus en Algérie. Tout tu à as fait. découvert parce que acheter le ticket, c'est hein, et tu as entendu la phrase magique algérienne. Avancer vers l'arrière. Ah oui. Tu l'as déjà entendu, avancer vers l'arrière. Oui, pardon. Tu l'as pas mis dedans, mais non, mais c'est tout à fait ça. Pour ce poème, je me suis replongée dans un bus en Algérie. Oui. Ouais, ça c'est typique. Là, je me suis retrouvé moi dans ce bus aussi, dans ces bus algériens où bondés et toujours on se serrait, on a tout ça et puis tout le monde est. Mais c'est vrai, c'est le bus du peuple. Là. Et donc là, tu vois, c'est bien. Donc là en l'occurrence, il y a combien de poèmes? C'est 29, c'est ça? 29. 29, hein. Donc là, on en a vu, parce que non, je dis aux gens, parce qu'ils vont croire qu'il n'y en a que 3. Il y en a 29. Donc là, il vous en reste à découvrir 26. On ne va pas aller faire les 26. Alors, Sandrine Malika, toi qui as travaillé avec beaucoup sur les choses, qu'est-ce que tu as envie de dire comme message pour finir aux gens qui nous regardent? Parce qu'on touche à sa fin, les saluer, ou voilà, c'est sur leurs rêves, sur leurs aspirations, enfin ce que tu veux leur dire, ou à des gens que tu connais, ou saluer des gens de croire en ses rêves, de partager, de se battre aussi, et de se dire peut-être que parfois ça vaut la peine de mettre des choses de côté pour essayer d'avancer. Et surtout aussi de toujours quelque part de toujours y croire, même si parfois c'est très difficile, parce que parfois c'est très difficile, de se dire je continue. Eh bien, sur ces belles phrases, sur ces bons mots, on va te quitter, Sandrine Malika Charlemagne. Et donc, tu as dit qu'effectivement, on pouvait retrouver aux éditions Transit Sauver la beauté, donc de Sandrine Malika Charlemagne. Et donc, vous pouvez retrouver ces poèmes. Et puis, je pense que vous pouvez la suivre parce que je crois qu'elle va écrire aussi de nouveaux ouvrages. Donc, voilà. Et vous pouvez retrouver son livre aussi, Mon pays, l'étranger, aux éditions, par contre, La Différence, donc de Sandrine Malika Charlemagne. Et nous, on va se quitter et se retrouver donc lundi avec une nouvelle invitée. Toujours l'esprit de la découverte. On peut donner un nom à l'avance, mais autant découvrir. Et en tous les cas, on vous remercie de votre fidélité et je vous souhaite une excellente soirée en famille ou entre amis. Voilà, donc c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Cette richesse d'avoir une famille et des amis ou des amis et d'être entouré. Bonsoir à toutes et à tous et donc à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et merci.
Encore. De rien. Voilà.